Les histoires d'aujourd'hui se concentrent sur des événements troublants survenus à la plage. Jusqu'à l'âge de 25 ans, je vivais dans une ville balnéaire et mon quartier se trouvait à environ 20 minutes à pied de la plage. Je peux dire qu'environ 80% de ma personnalité était liée à la plage. Je surfe depuis plus longtemps que je ne peux parler et il était rare que je secoue une paire de chaussures sans renverser une bonne quantité de sable. Mes deux meilleurs amis, appelons-les Armand et Chuck, étaient extravertis, sociables et charismatiques. Nous avions tous 18 ans et étions plutôt obsédés par les filles. C'était un samedi soir de la fin mai, quelques semaines seulement avant la fin des cours. Le syndrome de la dernière année s'était installé depuis longtemps. À ce stade, mes amis et moi testions souvent les limites de ce que nous pouvions faire sans avoir d'un lit. Nous avions déjà été acceptés dans des collèges mixtes, donc nous ne nous soucions pas beaucoup du lycée. Armand et moi avions prévu de rencontrer deux filles de notre école avec qui nous nous entendions très bien. Le plan était de les récupérer le soir et de profiter d'une nuit fraîche et venteuse sur la plage. Nous avons apporté des couvertures et quelques bouteilles de vin, la combinaison parfaite pour observer les étoiles sur la plage. Je n'encourage en aucun cas l'alcool ou la conduite automobile, mais j'étais juste un enfant idiot. Je suis arrivée chez Sophia peu après 21 heures. Elle et son amie ont dansé jusqu'à la voiture, il était clair qu'elles avaient déjà bu un peu. Avant de récupérer les filles, Armand et moi avons échangé des sourires excités. La soirée s'annonçait amusante. J'ai emprunté une route panoramique jusqu'à une plage pittoresque, située à environ 30 minutes de route. Pendant tout le trajet, nous nous sommes beaucoup amusés tous les quatre dans la voiture, à raconter des blagues et à parler d'amis communs. À un moment donné, Armand et moi étions plongés dans une profonde conversation philosophique sur la nature du temps et de la mort. Nous apprécions vraiment la compagnie de chacun. La plage spécifique que j'ai choisie avait un chemin de terre qui vous permettait de monter en voiture. De là, il y avait un chemin sablonneux plus étroit que nous empruntions. Ce chemin était assez raide, mais j'ai choisi cet endroit car nous aurions moins de chances de rencontrer d'autres personnes dans un endroit aussi isolé. De plus, cette plage était plus éloignée de la promenade principale, ce qui aurait rendu le ciel plus clair pour l'observation des étoiles. J'ai pensé à chaque détail. J'ai garé la voiture le plus loin possible sur le chemin de terre et nous sommes sortis tous les quatre. Armand et moi avons porté les couvertures et le vin. Je vais sauter les parties ennuyeuses. Après quelques heures et une bouteille vide, Armand et moi nous sommes séparés. Lui et Fran ont marché le long de la plage, et Sophia et moi sommes allés dans la direction opposée. Après avoir parcouru un bon nombre de mètres et l'obscurité, j'ai étendu ma couverture, ivre, nous nous sommes endormis dessus. Avant que quoi que ce soit n'arrive, Sophia s'est tendue. Au début, j'ai pensé que c'était quelque chose et j'ai tendu l'oreille pour essayer d'entendre autre chose que le doux bruit des vagues de l'océan. J'ai supposé que Sophia était juste ivre, mais à ma grande surprise, j'ai entendu quelque chose. Cela ressemblait presque à un bourdonnement, comme le bruit que ferait un petit moteur. Le son semblait bouger, mais je ne parvenais pas à identifier d'où il venait. Ensuite, il a semblé disparaître dans le néant. Ce n'est rien, lui ai-je assuré, impatient de reprendre ce que nous faisions. Et c'est ce que nous avons fait. Peu de temps après, j'ai ramassé ma chemise sur le sable et je l'ai secouée avant de l'enfiler. À ce moment, Sophia, qui était toujours allongée sur la couverture, cria. Je me suis rapidement retournée pour le regarder et j'ai vu qu'il pointait vers le haut. J'ai levé les yeux, mais je ne pouvais rien voir d'autre que la noirceur du ciel. Je me suis assis à côté d'elle pour avoir un meilleur angle et j'ai été horrifié. De son point de vue, la lune était parfaitement alignée avec ce qui semblait être un drone flottant directement au-dessus de nous. Il plana encore un moment avant de s'élever rapidement dans le ciel sombre et de disparaître de notre vue. Tout avait un sens, ce bruit que nous avons entendu auparavant était définitivement celui du drone. J'étais en colère contre moi-même de ne pas m'en être rendu compte à ce moment-là. Après, je me suis senti mal à l'aise en pensant que nous avions été surveillés tout le temps.
J'ai regardé Sophia et j'ai pu voir qu'elle avait le même sentiment. Elle était également sous le choc, mais ensuite elle murmura quelque chose. « As-tu entendu ça ?» J'ai concentré mon attention et j'ai ressenti exactement la même sensation. Elle a mis sa tête dans ses mains et s'est mise à pleurer. Je l'ai réconfortée du mieux que j'ai pu avant de lui proposer de retourner à la voiture. Nous sommes tous les deux arrivés à la voiture et avons trouvé Armand et Fran déjà là. J'ai rapidement expliqué la situation et ils étaient tous deux perplexes. Je pouvais sentir la joie dans l'air être littéralement aspirée. J'ai commencé à conduire en silence vers la maison de Sophia, essayant éventuellement de détendre l'ambiance avec une conversation, mais cela n'a pas fonctionné. Les filles ont convenu qu'elles ne se sentaient pas encore en sécurité en rentrant chez elles. C'était un samedi soir, donc cela ne me dérangeait pas de rester dehors tard. J'ai demandé si nous pouvions aller dans l'une de leurs maisons, mais ils ont tous deux secoué la tête, disant que leurs parents ne le permettraient pas. Ma maison était hors de question pour la même raison, tout comme celle d'Armand. J'ai décidé de demander à Armand d'appeler Chuck, ce qu'il a fait. La maison de Chuck était immense et ses parents étaient super cool. Honnêtement, c'était l'endroit idéal. Pour notre plus grand plaisir, Chuck était libre. Je me suis garée dans l'allée de Chuck et suis sortie de la voiture. Armand et les deux filles ont commencé à marcher vers la porte d'entrée de Chuck et j'ai dit que je les rattraperais dans une seconde. J'avais besoin d'un moment pour réfléchir à tout ce qui s'était passé. J'étais plus secouée que je ne le laissais paraître, alors j'ai posé mon front sur le volant et j'ai fermé les yeux pour tenter de me calmer un peu. Honnêtement, ces quelques secondes avec les yeux fermés m'ont vraiment aidé. Instinctivement, j'ai pris mon téléphone, qui n'avait pas sonné depuis l'incident. L'écran s'est allumé et j'ai regardé la seule notification à l'écran. J'ai dû cligner des yeux plusieurs fois pour m'assurer que je ne l'imaginais pas. Mon corps tout entier s'est figé alors que je regardais avec horreur la seule notification. AirTag a trouvé un mouvement avec vous. Toutes les émotions que je venais d'expulser de mon corps sont revenues en force. Nous étions littéralement suivis. Je suis sortie de mon état de paralysie et j'ai sauté hors de la voiture, examinant chaque centimètre carré du véhicule. Rien sur le pare-choc avant, rien sur la calandre et rien à l'arrière. J'ai commencé à désespérer, vérifiant les sièges et retournant les tapis de sol, sans toujours rien trouver. À ce moment-là, la sueur coulait dans mon cou et je pouvais sentir les poils sur mes bras et mes jambes se dresser. Je me suis mis à quatre pattes et j'ai commencé à examiner le dessous de la voiture. Je suis arrivé au pneu du côté conducteur et j'ai commencé à palper autour de la chambre à air, et c'était là. Il était littéralement scotché au fond de la chambre, impossible à trouver si l'on ne savait pas ce que l'on cherchait. J'ai tenu l'AirTag dans ma main pendant quelques secondes avant de le jeter par terre et de le briser en morceaux. Celui qui nous surveillait sur la plage avec ce drone savait où nous étions. Je ne me sentais pas en sécurité dans l'allée de Chuck, complètement seule. J'ai attrapé l'un des morceaux cassés de l'AirTag et j'ai couru vers la porte d'entrée de Chuck. J'ai raconté à tout le monde ce que j'avais découvert, en montrant les morceaux de l'AirTag pour le prouver. Ils étaient encore plus horrifiés que moi, surtout les filles. Ils ont vérifié leur téléphone et ont vu la même notification. Chuck était particulièrement en colère parce que nous avions potentiellement été traqués jusqu'à sa maison. Une fois la panique passée, nous avons passé le reste de la nuit dans le sous-sol de Chuck et avons fini par y dormir. Il s'est avéré que, honnêtement, mes amis et moi étions soulagés d'avoir tout oublié, en supposant que c'était une chose du passé. La seule raison pour laquelle nous pouvions expliquer cela était qu'un étranger voulait regarder des jeunes se réunir sur la plage et suivre leur voiture pour les effrayer. C'était terrifiant d'y penser, mais nous étions soulagés que la situation n'ait pas encore dégénéré. Un dimanche matin, environ 3 semaines après l'incident, j'ai reçu un appel de Chuck. Il m'a crié au téléphone de venir chez lui le plus vite possible, et je l'ai fait. Quand je suis arrivée, il était à l'entrée de la maison avec une expression inquiète et quelques papiers à la main. J'étais confus jusqu'à ce que je réalise ce qu'il tenait. Ce n'étaient pas des papiers, mais des photos.
Je les ai examinées de plus près, c'étaient des photos de moi prises cette nuit-là sur la plage. Elles étaient granuleuses et mal éclairées, mais on pouvait clairement voir Sophia et moi dans des tenues révélatrices. J'étais dégoûtée. Rien que d'imaginer ce que Sophia ressentirait lorsqu'elle découvrirait cela, je ne savais pas quoi faire. Nous avons appelé la police et expliqué la situation. Ils ont essentiellement dit qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose, mais nous avons insisté pour qu'ils analysent au moins les photos à la recherche d'empreintes digitales. Finalement, ils sont revenus pour nous informer que les photos ne montraient rien. Sophia était terrifiée à l'idée que celui qui les envoyait essaierait de la faire chanter, et je partageais la même peur. L'expérience a été profondément traumatisante. Heureusement, rien d'autre ne s'est produit par la suite, probablement parce que nous avons impliqué la police. Sophia n'a plus jamais été la même après ce qui s'est passé, et je ne peux pas lui en vouloir. Je ne peux qu'espérer que ces photos n'apparaîtront pas plus tard dans ma vie. Maintenant, en parlant d'un autre événement, mon meilleur ami Ricardo et moi avions 19 ans. Sans vouloir paraître prétentieux, nous venons tous les deux de familles de la classe moyenne supérieure du nord de Jersey et avons apprécié nos étés sur la côte du New Jersey. Ma maison est à Belmar, New Jersey, et la sienne est à La Valette. C'était une nuit d'été en semaine et Ricardo nous conduisait de chez moi à Belmar à La Valette, à environ 1 heure de route. Pour être honnête, j'ai préféré passer du temps chez Ricardo, non seulement parce que c'était un peu plus confortable, mais aussi parce que l'ambiance générale de La Valette est plus adaptée à notre tranche d'âge. Si nous ne cherchions pas à faire la fête dans la région, nous pourrions prendre quelques verres sur l'une des nombreuses plages privées sur lesquelles nous n'étions techniquement pas censés être. Je pourrais parler encore et encore des choses à faire sur la côte, mais par souci de brièveté, j'irai droit au but. Pendant que nous roulions, nous avons convenu d'opter pour une nuit plus calme, sans fête ni activité comme nous le ferions normalement. Nous avons décidé de prendre quelques bières, de rouler un joint et de nous détendre sur l'une des plages privées sous les étoiles. Honnêtement, ça avait l'air super. Nous étions assez fatigués par les soirées intenses avec d'autres amis et une pause s'imposait. Pour ceux qui ne connaissent pas le tracé de La Valette, il y a une plage et une baie. La plupart des plages ont une dune très haute et une pente raide à l'approche de l'océan. Si vous vous tenez au bord de l'océan et regardez en arrière, vous verrez une colline de sable assez importante. Après avoir bu quelques bières chez Ricardo, nous avons récupéré quelques vélos dans son garage et nous sommes dirigés vers la plage que nous avions choisie. Pour une raison quelconque, Ricardo a insisté pour aller plus loin que je ne l'avais jamais fait auparavant, ce que je n'ai pas vraiment compris, car toutes les plages étaient fondamentalement les mêmes. Cela ne me dérangeait pas vraiment de faire une balade à vélo plus longue, alors j'y suis allée. Finalement, Ricardo a choisi une plage déserte au bout de la route, sans voiture garée. Toutes les maisons de la rue étaient éteintes. En fait, je préférais ça. À cette époque, la marijuana était encore illégale dans le New Jersey et nous n'étions pas trop enthousiasmés à l'idée de nous faire prendre. De plus, nous avons bu quelques verres avec nous-mêmes si nous n'avions que 19 ans. Nous avons caché nos vélos sous des buissons et nous sommes dirigés vers la plage. Nous avons allumé notre joint et fumé sous les étoiles, avec pour seul bruit les douces vagues de l'océan et le vent qui les accompagnait. La plage s'étendait sans fin dans les deux sens et le sable était frais. Sous nos pieds, nous sommes devenus progressivement ivres à mesure que nous remplissions l'air de rire et de conversation. Finalement, nous nous sommes allongés sur le sable, observant un ciel plein d'étoiles dans l'espoir de voir une étoile filante. C'est à ce moment-là que nous l'avons entendu. Je l'ai entendu en premier, c'était à peine perceptible, un son métallique, comme celui qu'on entendrait dans une immense salle de sport avec de gros plafonniers. Je ne peux pas mieux décrire le son, c'était un léger bourdonnement métallique qui ne pouvait être causé par quoi que ce soit sur la plage. Je me suis assis et j'ai regardé Ricardo, et j'ai remarqué le moment où il a commencé à écouter aussi. Nous avons tous deux tourné la tête dans toutes les directions, essayant de localiser la source du son du drone. Bizarrement, il était difficile de déterminer exactement d'où venait le son. C'était trop faible pour être identifié. Nous avons commencé à avoir peur,
mais nous avions trop peur pour bouger. Nous avons supposé que le son s'arrêterait et que nous n'aurions plus à nous en soucier. Il n'y avait aucun moyen de nous voir d'où nous étions sur la plage, il faisait trop sombre et le bruit de l'océan couvrait tous les bruits que nous faisions. Je sais que cela n'a pas vraiment l'air effrayant, mais je mentirais si je disais que mon cœur ne bat pas la chamade. Le drone a continué, après quelques minutes, Ricardo m'a fait signe de le suivre. J'ai hoché la tête, sortir de là était définitivement la meilleure option. Tout comme une scène de film, exactement au moment où nous nous levions tous les deux, le son du drone est passé de 1 à 5. Il m'a fallu toute ma volonté pour ne pas crier de peur. Ce n'était pas un changement graduel, le bruit augmenta instantanément et venait clairement de notre droite. J'ai senti les poils de mon cou se dresser et une vague de peur m'envelopper, tendant mon corps de la tête aux pieds. Nous avons regardé dans l'obscurité et n'avons toujours rien vu, mais le drone était maintenant si proche que nous avons instinctivement commencé à courir vers la dune de sable. Je ne savais même pas à quoi nous nous heurtions, je savais juste que quelque chose n'allait vraiment pas et que quelqu'un ou quelque chose nous poursuivait. Alors que nous étions à mi-hauteur de la dune, j'ai senti Ricardo poser une main ferme sur mon épaule, m'arrêtant brusquement. Au début, j'étais confus, puis j'ai réalisé où son regard était fixé. J'ai levé les yeux vers la dune et je l'ai vu. Il y avait une silhouette sombre, immobile au sommet de la dune. Ses bras étaient anormalement longs, atteignant presque ses genoux, et elle était ridiculement grande. J'ai été choquée de voir à quel point je pouvais rester aussi immobile. C'était vraiment terrifiant. Ricardo m'a crié dessus, brisant mon regard avec la silhouette, et nous avons continué à courir, cette fois parallèlement à la dune. Nous avons couru vers l'entrée suivante de la dune et avons sprinté sur la pente. En montant au sommet, nous avons regardé d'où nous venions. Je me souviens encore de la vision terrifiante qui a suivi. Non seulement la silhouette sombre était toujours au sommet de la dune, mais il y avait peut-être 3 ou 4 autres silhouettes, immobiles sur la pente, chacune semblant nous faire face. Nous n'avons pas eu le temps de retourner chercher nos vélos, préférant courir jusqu'à la maison. Le lendemain matin, nous avons essayé de revenir sur nos pas, mais nous n'avons pas trouvé les vélos du tout. Peut-être qu'ils avaient été volés, ou peut-être que celui ou quoi qui nous poursuivait la nuit précédente y était pour quelque chose. Quoi qu'il en soit, je n'ai jamais rien vécu de plus effrayant sur une plage et j'ai encore du mal à expliquer la plupart de ces événements. Le plus étrange est que je n'ai jamais pu déterminer ce qu'était ce bourdonnement de drone, et à ce jour, je n'ai jamais rien entendu de similaire. Les plages m'ont toujours terrifié, enfin, pas toujours. Ma peur est le résultat direct de ce que je m'apprête à vous dire. Quand j'étais enfant, j'adorais la côte. Je me souviens avoir passé de nombreux étés à attendre le week-end où ma famille et moi allions dans notre maison sur la plage. Si j'avais de la chance, il me laissait passer du temps dans la maison sur la plage de mon ami Charles, ce qui était encore plus cool. J'avais 6 ans et c'était un de ces week-ends d'été spéciaux. Charles, moi et notre 3e ami Riley allions passer quelques jours sans surveillance dans la maison de plage de Charles à LBI. Riley avait 1 an de plus que Charles et moi et avait récemment obtenu son permis de conduire, nous allions donc conduire avec lui. Le voyage était fantastique. Riley était un conducteur plutôt maladroit à l'époque, donc la majeure partie du trajet a été consacrée à se moquer de lui, à faire des embardées et à injurier la route. C'était incroyable. Nous sommes arrivés à LBI à l'heure et avons immédiatement commencé à déplacer nos affaires de la voiture vers les chambres où nous logerions. La disposition de la maison est importante pour l'histoire, je vais donc la mentionner brièvement. Il y a une porte d'entrée, une porte de garage qui relie l'arrière à la cour avant, une porte coulissante à l'arrière et un pont supérieur à l'arrière qui relie les chambres à l'étage. Il y a aussi un escalier en colimaçon qui vous permet d'aller directement du pont arrière au rez-de-chaussée, afin que vous puissiez entrer et sortir de la maison par le dernier étage. La maison est située au bord d'un étang, ce qui signifie que l'arrière de la maison fait face à un canal étroit avec des maisons de l'autre côté. Nous étions à cet âge où courir après les filles était une priorité, et avoir une maison sur la plage pour nous seuls était l'occasion parfaite.
Nous avons passé quelques heures à découvrir quelle fille était à la plage à ce moment-là et à discuter avec elle sur Snapchat. Finalement, nous avons trouvé un groupe de 3 jolies filles qui se sont dites prêtes à venir. En me relaxant chez Charles, j'avais largement assez d'herbe pour le week-end et nous avions caché quelques bouteilles d'alcool à nos parents avant de partir. Tout était parfait. Les 3 filles Rosie, Alexa et Sophie étaient amusantes et provocantes, et nous pouvions toutes les 3 imaginer comment la soirée se terminerait probablement. À un moment donné, nous avons décidé tous les 6 de fumer dans la piscine arrière de Charles. C'était petit, mais parfait pour 6 adolescents ivres. Je me souviens très bien de la scène, la douce brise caressant mes cheveux, la vapeur de l'eau chauffée qui monte lentement avec les bouffées de fumée des joints. À notre âge, c'était le paradis. Mais soudain, Charles baissa le volume de la musique et regarda par-dessus mon épaule l'obscurité du lagon. Confus, je me suis retourné et j'ai regardé dans l'obscurité. Je distinguais vaguement les maisons de l'autre côté de l'étang, mais je ne savais pas vraiment ce que Charles regardait. Une des filles a demandé à Charles pourquoi il avait baissé la musique, et il a murmuré qu'il avait vu quelqu'un debout sur le quai en face de la maison. Je pensais qu'il plaisantait avec nous, alors j'ai commencé à rire. Peu importe, mec. Les gens vivent ici, ai-je dit. Charles secoua la tête. Je connais personnellement cette famille. Mes parents ont dit qu'ils étaient en Floride cette semaine. Pour être honnête, je pensais toujours que ce n'était pas grave ou qu'ils plaisantaient juste, alors j'ai continué à rire. Les filles ont eu un peu peur et ont dit qu'elles voulaient rentrer à l'intérieur. Je n'allais pas discuter, alors nous avons commencé à sortir tous les 6 de la piscine. Alors que nous nous séchions dans le jardin, Riley se leva d'un bond et jura en regardant l'étang. Le reste d'entre nous s'est retourné, et même dans la pénombre, je pouvais clairement voir ce qui semblait être un mouvement venant du quai de l'autre côté. Nous étions tous les 6 figés sur place, essayant d'avoir une meilleure vue de ce que nous voyions. À ce moment, une voiture qui passait sur la route égayait un peu le décor et le spectacle était terrifiant. Il y avait 4 autres silhouettes debout au bord de la jetée, face à nous. Il était impossible de dire ce qu'ils portaient ni à quoi ils ressemblaient, mais il ne faisait aucun doute qu'ils regardaient dans notre direction. « Entrez maintenant », dit Charles d'une voix tremblante, en désignant la porte coulissante. Alors que nous courions à l'intérieur, j'ai entendu un son distinct qui reste le bruit le plus terrifiant que j'ai jamais entendu. 4 éclaboussures consécutives venaient de derrière nous. Ces gars traversaient le lagon à la nage. Nous sommes passés en mode panique totale. Les filles crièrent tandis que Riley claquait la porte coulissante et la verrouillait. Charles a couru en avant pour verrouiller la porte également, et nous sommes allés tous les 6 dans la pièce qui n'était pas visible de l'extérieur. Nous avons attendu en silence, terrifiés par ce que nous pourrions entendre ensuite. Le temps a passé et toujours rien. Sorti de nulle part, Riley jura, révélant qu'il avait oublié de verrouiller la porte coulissante du pont. Charles commença à paniquer, sachant que la maison était sur le point d'être cambriolée. Puis nous avons entendu des pas doux et étouffés au-dessus de nous, et c'était la fin de la ligne. Aucun de nous n'avait d'armes et nous étions tous ivres, donc courir était vraiment notre seule option. Nous nous sommes précipités tous les 6 vers la porte d'entrée et avons couru vers la voiture, que Riley a démarrée en un clin d'œil. Le chaos était trop difficile à gérer pour Riley, et il a détruit la boîte aux lettres de Charles à l'extérieur du garage. Dès que nous étions assez loin, nous avons appelé la police. L'expérience a été un cauchemar. Nous sommes retournés à la maison après que la police ait fouillé, mais la nouvelle a été dévastatrice. Tous les objets de valeur à l'étage avaient disparu, mais ce n'était pas le pire. La famille de Charles possédait un bateau Boston Whaler de taille moyenne, qui a également été volé, probablement utilisé comme véhicule de fuite. Le père de Charles gardait un jeu de clés de rechange dans un petit compartiment sous le volant, et la police a conclu que les criminels l'utilisaient pour s'enfuir rapidement. Comment ont-ils su où la clé était cachée est une question que je me demande encore. La police n'a jamais pu arrêter les responsables et ne pourra probablement jamais le faire. Charles,
Riley et moi pensons que celui qui a cambriolé la maison était peut-être quelqu'un qui connaissait la famille de Charles et savait où se trouvait la clé, et que la maison était censée être vide ce week-end. Cela fait longtemps depuis cet événement effrayant, mais je ne laisse pas passer un jour sans verrouiller toutes les portes et fenêtres de ma maison. Faites-vous une faveur et verrouillez vos portes la nuit.